Bonjour, je vais vous présenter les dimanches du panafricanisme. Les dimanches du panafricanisme, c'est un concept politique qui donc va être organisé ici au Congo-Brazzaville à partir de septembre, donc dans 2 mois précisément, qui évidemment va se prolonger dans le temps. Je vais d'abord vous présenter le cadre dans lequel ce concept sera organisé. Donc c'est dans le cadre d'une organisation politique, donc un parti politique, qui est donc la Ligue panafricaine Umoja Congo, parti politique déclaré en janvier 2021 de façon régulière. Ce parti politique est lui-même en fait la suite d'une organisation qui était une association depuis 2014, avec le nom éponyme, c'est-à-dire Ligue panafricaine Umoja, et qui est donc devenu ce parti depuis janvier 2021. Alors pourquoi parti politique? Parce que, effectivement, depuis sa structure associative, nous voulions donc rejoindre le champ politique et nous avons pensé que 2021, après avoir passé d'autres échéances, 2021 était le moment pour le faire. Donc en 2021, nous avons déclaré le parti. Ensuite, nous avons été présents lors des échéances électorales présidentielles organisées au mois de mars 2021. Nous avons présenté une candidature. Je me tiens devant vous avec la claire conscience et la responsabilité qui sied à l'événement pour délivrer le message suivant. Le 21 mars, le corps électoral congolais est invité à élire le nouveau président de la République. Au nom de notre parti, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer que je suis candidat à l'élection présidentielle. Cette candidature était conditionnée sur 4 critères, en particulier ce qu'on appelle la maîtrise du corps électoral, deuxièmement la gouvernance électorale, puisque nous contestions ce qu'on appelle la CNI, qui est la même qui a été mise en place en 2016, avec les résultats que l'on sait, puisqu'il y a eu 2 leaders politiques qui se sont retrouvés, 2 anciens candidats, pour ainsi dire, sont retrouvés donc en prison. Nous avons aussi contesté par rapport au fait que la caution était excessive quand on le compare aux revenus moyens des Congolais, ce qui était une façon d'éliminer une bonne partie des compatriotes qui voulaient compétir. Et enfin, notamment la question des prisonniers politiques. Donc notre candidature était suspensive, était conditionnée, bien sûr, et donc elle n'a pas été effective, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Ceci dit, nous avons rejoint un groupement d'opposition qui a contesté donc ces élections, de la même manière que nous, bien sûr, et nous avons demandé un meeting officiel le 6 mars, donc premier jour de l'ouverture de la campagne électorale, une sorte de contre-meeting à l'élection présidentielle qui nous a été refusé. À la suite de cela, le pouvoir a organisé une sorte de répression, puisque nous avons parmi nous des camarades qui ont été arrêtés. Je pense en particulier au docteur Alex Nzabana, qui d'ailleurs a été libéré hier. Donc depuis le mois de mars, il a été arrêté, et tous les leaders politiques, dont le président de la Ligue panafricaine Umoja Congo, donc moi en l'occurrence, qui avons signé la lettre de contestation de cette élection et la demande en tout cas la demande d'information qui a été faite auprès du préfet pour pouvoir organiser ce meeting. Nous avons été intimidés régulièrement, mais nous n'avons pas baissé la garde, nous avons continué à garder cette position, nous sommes toujours contre cette élection qui a été organisée de façon irrégulière à notre sens. Alors, la Ligue panafricaine Umoja est un parti qui est en train de se mettre en place, qui a des activités classiques d'un parti politique, l'implantation, la mobilisation auprès des jeunes, à l'intérieur du pays. Nous avons déjà envoyé quelques délégations pour assurer l'implantation dans les départements qui sont à l'intérieur du pays. Nous allons rencontrer régulièrement des mouvements, des forces vives de la société, les mouvements spirituels, les mouvements de jeunes, etc., etc. Et donc, à côté de tout ça, nous allons organiser des dimanches du panafricanisme. Alors, le dimanche du panafricanisme est un dispositif que nous avons voulu mettre en place de façon à ce que une autre façon de rendre le panafricanisme plus accessible. Car le panafricanisme n'est pas un effet de mode. Le panafricanisme n'est pas
un slogan. Effectivement, aujourd'hui, il y a une jeunesse africaine qui est assez consciente de ces questions, mais le panafricanisme est quand même une idéologie qui est rigoureuse. C'est une doctrine qui a une histoire, qui est assise sur une longue tradition historique, culturelle, économique, qu'on ne peut pas brader, on ne peut pas utiliser comme, on va dire, un slogan politique. Donc, il est bon que les panafricanistes se soucient du fait que l'adhésion au panafricanisme doit se faire sur les valeurs, sur les idées, sur les principes. Alors c'est pour cela que nous considérons qu'à côté de tous les outils classiques d'un parti politique, il faut imaginer d'autres éléments, d'autres dispositifs. C'est pourquoi nous avons mis en place ce dispositif qu'on appelle les dimanches du panafricanisme. Alors ces dimanches du panafricanisme permettent de rapprocher le panafricanisme vers les populations. Parce que les populations africaines ont souvent tendance à penser que le panafricanisme est lointain, international, géopolitique, loin de leurs préoccupations quotidiennes. Or, il nous faut arriver à faire que les populations fassent le lien entre leurs préoccupations, l'eau, l'électricité, etc., etc., et deux fois d'autres enjeux comme des questions, des défis, comme les questions de la dette, les questions de la souveraineté, les questions de la monnaie, avec le panafricanisme. Donc il faut arriver à faire ce lien. Ces dimanches du panafricanisme permettront justement de faire le débat, pas seulement dans le cadre du parti Ligue panafricaine du Moja-Congo, mais aussi en confrontation avec ceux qui ont des hésitations, ceux qui ne comprennent pas bien le panafricanisme, ceux qui sont contre qu'ils viennent, pour que nous puissions débattre librement. Donc ça va être des moments ouverts, des moments de débat, de discussion, et évidemment nous pensons qu'à partir de là, nous allons contribuer à ce que le champ, un courant idéologique panafricaniste s'installe dans le paysage politique congolais, ce que nous voulons effectivement que ça se passe aussi dans d'autres territoires africains, etc., etc. Nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire que nous avons déjà deux thèmes pour les premiers dimanches du panafricanisme, en particulier le premier thème que nous allons avoir comme un thème inaugural en quelque sorte. Le thème est le suivant: comparaison et croisement entre l'histoire du panafricanisme, sa genèse jusqu'au congrès de 1945 historique à Manchester, et en même temps nous allons faire un lien avec les résistances à la pénétration et à l'occupation coloniale en Afrique équatoriale, ce qu'on appelle l'Afrique centrale aujourd'hui, et on fera un point particulier sur le Congo-Brazzaville. Alors, pourquoi nous sommes amenés à travailler sur l'histoire? Effectivement, nous sommes en politique, nous sommes un parti politique. Nous travaillons sur l'histoire parce que ça nous permet d'utiliser la matière de l'histoire comme un moment d'éveil pour permettre aux gens d'avoir une certaine capacité de choix. Car la conscience historique, c'est un concept fondamental comme les historiens l'ont défini, mais c'est un concept qui peut aussi être lu sous plusieurs angles. En tant que politique, je pourrais dire que la conscience historique, c'est une prise de conscience à double niveau. C'est-à-dire que, premièrement, acquérir la conscience que de façon de plus en plus aiguë de la profondeur historique du monde tel qu'il a vécu, et en même temps, acquérir la conscience que l'on participe à l'histoire, l'on fait l'histoire. C'est-à-dire qu'on est un sujet de l'histoire, on n'est pas un objet d'histoire. Et quand on a conscience de l'histoire de cette manière-là, ça nous permet de développer, par exemple, notre capacité de choix, notre liberté, notre souveraineté, individuellement j'entends. Donc la conscience historique est de l'ordre de l'éveil, de la possibilité de choix, et par conséquent, ça participe à construire le citoyen politique, puisque vous allez opérer des choix en connaissance de cause. Donc c'est pour cela que, effectivement, comme ça sera le premier thème, un thème inaugural en quelque sorte, nous allons donc repartir dans l'histoire, dans les genèses, mais avec une vision évidemment politique. Alors ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce premier thème, c'est que tout le background panafricaniste sera convoqué, notamment des ouvrages, des réflexions, des expériences. Parce que ce qui est bien dans le panafricanisme, il y a non seulement des penseurs, mais il y a aussi des penseurs qui ont été des acteurs. Un monsieur comme Kwame Nkrumah a été à la fois acteur et penseur. Prenez un monsieur comme Patrice Lumumba, il a quand même laissé quelques notes, il a été aussi acteur. Buganda, c'est pareil.
s'écouterait laisser quelques notes. Donc, tous ces penseurs-là, pour nous, Ligue panafricaine Moja, c'est de la matière pour que nous puissions évidemment développer une vision de l'histoire du panafricanisme en lien avec nos territoires, avec les histoires spécifiques de chaque territoire, de façon politique. Alors donc, nous avons, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, utilisé tout, on va dire, le background panafricaniste, les ouvrages que vous connaissez, de Cheikh Anta Diop, on partira par exemple depuis l'alerte sous les tropiques, les fondements de l'État fédéral d'Afrique noire, pour aboutir, et pourquoi pas, à ce livre, Le combat politique de Cheikh Anta Diop, publié par son parti, le dernier parti politique, le RND, qui montre que Cheikh Anta Diop était un vrai militant politique, aussi en même temps un penseur du panafricanisme. Nous allons partir aussi des autres ouvrages qui existent, mais je voudrais surtout signaler l'ouvrage suivant, Panafricanisme ou communisme, point d'interrogation. C'est donc Georges Padmore, qui est un penseur du panafricanisme, acteur également. Il a présenté ici un récapitulatif et puis l'histoire du panafricanisme sous un angle extrêmement politique, avec des enjeux géopolitiques de l'époque. Je pourrais même dire à ce titre que c'est le premier géopoliticien du panafricanisme. Ce que je pourrais dire aussi de Padmore, pour qui j'ai un penchant particulier, c'est que Padmore, par exemple, j'ai eu un témoignage de première main d'un leader centrafricain, ou bonguien, j'allais dire, puisque c'est en 1958 que le président Abel Goumba, qui était le compagnon de lutte de Barthélemy Boganda, l'avait rencontré à Cotonou lors du congrès du PRA au mois de juillet, dépêché par Kwame Nkrumah, pour soutenir en tout cas l'aile du RDA qui voulait se détacher définitivement du Houphouët-Boigny, qui, entre guillemets, avait un peu trahi la cause, pour rejoindre le Messane de Boganda, etc. Ça, c'est le PRA, en tout cas, le côté francophone, j'entends. Et donc, Padmore était là, et Abel Goumba me fait ce témoignage extraordinaire, en disant que Padmore, qui n'était pas chef d'État, puisqu'on peut considérer que les personnalités qui dirigeaient les gouvernements sous la loi cadre étaient des chefs d'État déjà à l'époque. Padmore qui n'avait pas leur niveau, on va dire, de responsabilité, était pris très au sérieux, très considéré par les personnalités qui étaient là, hein, y compris lui-même Abel Goumba, qui était très content d'ailleurs de le rencontrer. Et donc ce livre est très intéressant. Ce livre parle effectivement des congrès du panafricanisme, de l'histoire du panafricanisme politique, mais revient quand même sur l'avant, on va dire, moment d'institutionnalisation du panafricanisme, puisque la première conférence a eu lieu en 1900, il y a eu d'autres congrès qui ont suivi, mais le panafricanisme ne commence pas que là. Toutes les résistances depuis 2-3 siècles qui ont précédé ces moments d'institutionnalisation sont aussi l'histoire du panafricanisme. Par exemple, dans ce livre, vous verrez l'histoire, par exemple, de la création du Libéria, de la Sierra Leone, aussi des communautés autonomes qui étaient des esclaves qui fuyaient en fait les plantations en Jamaïque, qui allaient dans les montagnes pour créer ce qu'on appelait les communautés autonomes, des nègres marrons, les nègres marrons disant en français. On peut saluer les figures historiques comme le capitaine Akompong, capitaine Kudjo, capitaine Kofi, qui étaient des vrais leaders qui ont organisé la libération, en tout cas des Africains qui ne voulaient pas être en esclavage, bien avant même la révolution haïtienne, qui est là aussi une étape, une phase très importante du panafricanisme. Donc ce livre est très important de ce point de vue. Je voudrais le conseiller aussi. Ce livre de Lara Ournaud, qui vient de décéder. Alors Lara Ournaud, qui a écrit La naissance du panafricanisme. Alors je le recommande parce qu'il est très bien fait. J'ai quelques réserves sur les conclusions, mais bon, ça c'est mon point de vue. Je pense que chacun de nous peut faire son expérience dans ce cadre-là. Mais je pense que c'est un très bon livre. Parce que là, il y a des très belles fresques. Il essaie de raconter chaque personnalité avec le panafricanisme, etc., etc. Je pense que ce livre est un très très bon, naissance du panafricanisme. Alors, évidemment, il faut vous intéresser à tous les ouvrages qui ont été écrits sur le panafricanisme. Il y a aussi le mouvement comme l'UPC, qui a écrit un grand livre sur le panafricanisme, d'ailleurs signé de Elenga Mbuyinga, qui vient de décéder aussi. Je profite de cette vidéo pour lui rendre hommage. Ce sont des camarades très très courageux. L'UPC a écrit des belles lettres de l'histoire du panafricanisme. Dans le cadre des résistances à la pénétration et à la conquête coloniale en Afrique équatoriale et au Congo en particulier, il y a ici le livre de Stanislas Ngodi, que je conseille aussi, qui va être référencé. Alors pourquoi je donne toutes ces références? Parce que j'estime que ces moments de panafricanisme sont des moments ouverts de débat. Hein, ceux qui font le panafricanisme dans leur petit coin, pensant qu'ils ont la vérité, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Le panafricanisme concerne les Africains. Quand on est convaincu d'une idéologie, il faut le faire de façon ouverte, de façon
contradictoires. Et donc, ceux qui viendront, qui ne connaissent pas le panafricanisme, peuvent aller consulter aussi ces ouvrages, y compris bien d'autres, hein, bien que je n'ai pas cité ici, pour venir débattre, échanger, pour voir si cette pensée est consistante par rapport aux enjeux qui frappent l'Afrique aujourd'hui. Alors, donc, le deuxième thème que nous allons développer, ça sera donc dans un mois après le premier, ce sera donc la contribution du panafricanisme dans les luttes de la décolonisation et jusqu'à la restauration du multipartisme fin des années 80, c'est ce qu'on appelle la fin de la guerre froide en quelque sorte. Alors je ne vais pas le développer ici davantage, nous ferons des petites vidéos avant chaque dimanche du panafricanisme pour pouvoir en parler, mais je voudrais surtout insister sur le fait que la Ligue panafricaine Umoja Congo, qui est un parti politique installé, c'est le premier parti politique panafricaniste du Congo-Brazzaville. Ce n'est pas pour polémiquer que je le dis. Il est dans le paysage politique congolais, dans l'histoire contemporaine actuelle du Congo-Brazzaville, des partis qui ont dans leur dénomination l'épithète ou l'adjectif panafricain ou panafricaine. Il ne suffit pas de le mettre dans les énoncés. Le panafricanisme est une idéologie rigoureuse. Nous sommes le premier parti politique panafricaniste du Congo-Brazzaville parce que notre idéologie, qui est donc consignée dans nos statuts, est une idéologie qui est basée sur la synthèse de tous les courants historiques, de Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Nyerere, Buganda, etc., etc. Nous essayons de faire leur synthèse et en même temps on essaie de contemporanéiser en quelque sorte ce panafricanisme pour le faire correspondre aux enjeux du moment, car l'idée de fond reste l'idée de notre sécurité collective, de notre unité globale, puisque le monde s'unit en général pour nous soumettre et nous revient de nous unir pour pouvoir opposer une résistance. Donc nous sommes pour les États-Unis d'Afrique, nous sommes le premier parti qui le dit clairement dans ses textes. Nous disons que s'il y a 2-3 États africains qui se réunissent pour créer le premier noyau des États-Unis, si nous sommes au pouvoir au Congo-Brazzaville, nous allons effectivement arrimer le pays dans ce sens. Ça ne sera pas une entourloupe, puisque nous allons expliquer notre idéologie avant même d'aller au pouvoir. Les populations, si elles nous choisissent, elles vont nous choisir en connaissance de cause. Mais le panafricanisme ne s'arrête pas là. Le panafricanisme, c'est aussi les enjeux de la décolonisation. Il faut en finir avec la question de la colonisation qui n'est pas terminée. Donc nous préconisons par exemple un ministère de la décolonisation qui va aussi embrasser toutes les questions de la conscience historique, de l'unité des Africains, etc., etc. Et nous estimons qu'un parti politique qui se dit panafricaniste, qui n'embrasse pas ces enjeux de façon claire et sans ambiguïté, pour nous c'est un problème par rapport à l'idéologie et à la doctrine du panafricanisme. Alors donc, je pense que nous avons dit l'essentiel à ce niveau par rapport à ces dimanches du panafricanisme, auxquels j'invite les uns les autres à venir à Brazzaville, ceux qui sont à Brazzaville en particulier, à venir débattre avec nous, parce que ce sont des moments intéressants, importants, dans un contexte de morosité, je dirais, collective. Il faut élever le débat par les idées. C'est pas facile. Nous connaissons bien les enjeux, la situation du Congo. Je vous remercie. Umosi